Dans cette vidéo, je te fais une masterclass de A à Z pour apprendre tout l'écosystème autour de LangChain et LangGraph pour la création d'agents IA. On va voir ensemble pourquoi LangChain peut être une alternative à N8N sur la création d'agents IA beaucoup plus complexes et pourquoi tu devrais l'utiliser. Et ensuite, on va créer ton premier système IA. Tu vas pouvoir te baser sur la template GitHub que je vais te proposer. On a un school où on partage toutes nos informations, nos ressources sur les agents IA et les automatisations directement ici, que tu peux accéder dans la description. Et on est parti pour la vidéo. Donc pourquoi LangChain domine N8N sur la création d'agents IA en particulier? Alors c'est très simple, il y a beaucoup de fonctionnalités que N8N ne fait pas par rapport à LangChain, je vais te les citer. Il y a beaucoup d'axes où pour la création d'agents IA, LangChain est un choix beaucoup plus simple que N8N, mais moi je te conseillerais principalement dans tout ce qui est processus métier d'implémenter N8N plutôt que du full code Python. Donc avec les frameworks LangChain dont on va en parler ici. Donc la première chose où il y a un avantage par rapport à LangChain sur N8N, c'est toute la graphe que peut proposer l'un des outils de l'écosystème, LangGraph. Donc concrètement, ça ressemble à quoi? Donc voilà, pour te donner un exemple de ce que tu peux avoir, c'est ça un graphe, et c'est beaucoup plus simple de travailler avec cet outil-là sur de la création d'agents IA avec un chaînage d'agents LLM ou d'autres fonctions assez rapidement, et visuellement on peut voir que c'est beaucoup plus simple. Donc là tu vois les chaînes, tu peux les déplacer, tu peux faire même des sous-graphes, on va voir ça ensemble, et c'est rapide à utiliser par rapport à N8N, où là il y aura beaucoup de conditions if, else, etc. Et on peut très vite se retourner avec un gros bloc énorme sur N8N quand on complexifie beaucoup plus la tâche autour des agents IA ou même du chaînage de LLM. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est sélection dynamique d'outils. Il faut savoir que sur N8N, bien sûr, derrière, c'est LangChain qui s'en occupe. Mais il y a autour de LangChain un écosystème avec des agents déjà préfaits, donc des agents React, qu'on peut aussi brancher sur N8N, mais on a beaucoup plus de customisation, notamment en forçant les outils à utiliser, ce qu'on ne peut faire sur N8N, par exemple. Il y a en plus de ça ce qu'on appelle un state machine, donc une machine d'état. C'est un concept qu'on utilise souvent dans la création d'agents IA. C'est la manière la plus fixe d'être sûr d'avoir le résultat quand on utilise un agent IA ou autre. Donc on met des états en place pour valider et avoir des routes bien faites, comme je te l'ai montré dans le graphe, juste ici, pour savoir où en est l'état du graphe, où sont les LLM, etc. Ensuite, il faut savoir que ce qui est intéressant aussi de passer en full code sur Python dans la création d'agents IA beaucoup plus complexes, c'est tout l'écosystème pas identique. Donc il faut savoir que c'est une framework qui permet de valider les sorties, les entrées dans des LLM, et ça c'est utilisé dans LangChain, mais c'est assez complexe de le faire sur N8N. Tu devras souvent mettre soit des JSON schema type, donc un format de JSON en sortie, bien que des fois il peut bugger et avoir des problèmes, notamment pour des modèles comme Mistral, mais on n'a pas une structure bien définie, comme on pourra le voir dans le système on regardera ensemble, dans le GitHub, mais tu peux valider la sortie, valider même des paramètres, etc. Et grâce à PyIdentic Open Source. En plus de ça, c'est beaucoup plus rapide qu'à chaque fois mettre des JSON libres, et tu auras un meilleur contrôle de tout ce qui sort et entre dans tes LLM, car le but même d'un LLM, c'est qu'il n'est pas déterministe, et donc tu dois mettre en place des systèmes pour être sûr de la sortie et de l'entrée. Un autre point ultra important, c'est la mémoire et les états, comme je l'ai dit, pour qu'un agent IA soit reliable, donc soit consistant et qu'on puisse déterminer un pattern et pouvoir travailler dessus et itérer. Il faut bien sûr savoir à chaque moment l'état d'un agent IA. Et pour ça, il faut savoir que LangGraph a une manière de sauvegarde des états qu'on verra ensemble pour sauvegarder la conversation, les états si par exemple la personne veut choisir un mail, la personne ne veut pas envoyer le mail, etc. Donc plein d'états pour valider tout ça. Et en plus de ça, on a une mémoire. Je sais que N8N, bien sûr, a une mémoire native, mais il faut stocker quelque part dans une base de données externe, soit bien sûr sur Postgres rapidement, donc avec un buffer memory. On peut aussi bien sûr customiser ce stockage avec Redis qui est beaucoup plus rapide en full code, ou même encore avec SQL. Il y a des outils qui nous permettent de stocker ça. En plus de ça, il faut savoir que LangGraph permet aussi de faire de la mémoire long terme et de la persistance de mémoire entre sessions. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est imaginons que tu commences une session et tu as donné des informations et tu as une suite de messages avec, et bien entre une session X qui a été envoyée il y a 5 heures et tu reprends cette session-là, tu auras quand même la mémoire qui sera sauvegardée quelque part. Et ça, N8N ne peut pas se permettre aujourd'hui.
ou en tout cas, il faudra rajouter et build des choses autour en plus, donc ça rajoutera du travail, alors que LangChain l'a déjà fait pour toi, et ça a simplifié ce processus-là pour build des systèmes beaucoup plus complexes. Donc comme je te l'ai dit, on utilise des mémoires, on peut se baser aussi sur des points de conversation, donc on appelle ça des checkpoints sur LangChain et LangGraph, et on pourra, à partir de ces checkpoints, revenir à l'état de conversation. En plus de ça, ça permettra de débugger beaucoup plus simplement, car tu reviendras à l'état X quand tu as eu le problème, ce qui n'est pas possible sur NVIDIA. Tu vas devoir relancer quasiment tout le temps le flow de A à Z, et ça peut être complexe quand tu as notamment des chatbots de conversation, si tu veux résoudre un problème à un niveau dans tes tools, dans ton utilisation, et ça devient beaucoup plus complexe, et ça te rajoute beaucoup plus de temps de débugage. Bien sûr, l'une des forces de LangChain et LangGraph, c'est tout simplement tout ce qui est parallélisme. Parallélisme, on parle ici de pouvoir faire plusieurs tâches en même temps en parallèle et le faire en streaming, c'est-à-dire pouvoir le faire en continu. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lancer des tâches en parallèle, que ce soit des LLM, des fonctions que tu as créées sur Python, et ça, ce n'est pas possible de le faire sur NV10. On peut que faire le split in batches, donc là, ça va passer dans tous les flows. Et c'est la seule manière de le faire, et c'est souvent une boucle assez lente pour résoudre des gros volumes de données. En plus de ça, pour des systèmes où tu vas devoir avoir beaucoup d'utilisateurs ou même des chatbots, il est nécessaire que ça soit asynchrone. C'est un système donc pour pouvoir paralléliser les requêtes, les envoyer sur toutes les personnes qui pourraient utiliser le même modèle. Et ça, c'est important de noter, car NV10 ne te permet pas aujourd'hui de le faire, à part si tu mets derrière des workers, ou tu bulles une instance qui est scalable, soit sur un Kubernetes ou autre, pour pouvoir gérer et balancer tout le volume qu'il pourrait avoir en entrée. Comme j'ai dit au départ, ce qui tourne derrière NV10, c'est bien sûr LangChain. Donc tu peux voir la puissance ici de directement commencer sur LangChain, car tu auras déjà toutes les mises à jour dès qu'elles arrivent, avant qu'elles arrivent bien sûr sur NV10, tu auras toutes les fonctionnalités, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi, comme je te dis, un écosystème autour de LangChain. Il n'y a pas que ça qui fonctionne, il y a aussi des nœuds communautaires pour simplifier le process beaucoup plus complexe, et tout ce qui est granularité qu'offre LangChain, tu vas pouvoir le faire, alors que sur NV10, tu auras que les fonctionnalités qu'ils ont déjà intégrées, ils ont déjà validé. L'un des intérêts d'utiliser LangChain dans un système beaucoup plus complexe de RAG ou même d'évaluation ou d'observabilité, quand on parle d'observabilité, c'est simplement le fait de voir ce que le LLM va utiliser comme outil, pouvoir évaluer si c'est pertinent ou pas, et ensuite derrière, changer soit le prompt, soit les outils, etc. Donc pour avoir un suivi global de tout ce que fait l'agent IA qui sera en production ou pas. Et pour ce faire, LangChain possède beaucoup d'outils, notamment au niveau du RAG, là j'en ai cité quelques-uns, au niveau de la récupération d'informations dans une base de données vectorielle, c'est-à-dire la manière de récupérer l'info. Alors, il y a le Parent Document Retriever, le Self-Query Retriever. Pour faire simple, c'est des méthodes qui sont plus optimales que juste récupérer la sémantique à travers une base de données vectorielle. Et ça, par exemple, ça permet de récupérer le chunk, mais aussi tout le document complet grâce à ce retriever. Mais ici, par exemple, on peut aussi avoir un Self-Query Retriever. Alors lui, c'est assez pertinent, notamment dans des filtrages avec des métadonnées pertinentes. Pourquoi? Car en fait, c'est un LLM qui va créer justement le filtrage pour récupérer les bons éléments dans un RAG. Donc c'est lui-même qui va récupérer et créer ce filtrage. Et là, ça peut être très pertinent. C'est souvent difficile de voir cela dans NVIDIA car ce n'est pas encore intégré et il faut souvent passer par du code maison si on veut recréer ces retrievers. Donc on perdra du temps à développer des méthodes de récupération dans le RAG. Autre point sur le RAG, c'est tout ce qui est post-traitement. Il faut savoir que LangChain met à disposition un document transformer. Ça nettoie par exemple du HTML au Markdown. Alors, il y a la fonctionnalité sur NV10, mais on peut totalement mettre en place des extractions de métadonnées, des suppressions de redondance, et avant même l'indexation dans le RAG. Donc ça, c'est pertinent de le faire. C'est plus rapide car les blocs sont déjà construits, et ça n'oblige pas de rajouter un code ou un service externe comme NV10 pourrait le faire. L'un des points aussi cruciaux d'utiliser LangChain, c'est qu'on peut faire du streaming et on peut calculer le coût, c'est-à-dire traquer le nombre de tokens qu'a utilisé dans une conversation en temps réel. Et là, c'est pertinent pour limiter notamment l'utilisation de tokens par conversation. Donc on peut fixer un seuil à ne pas dépasser et on peut avoir la facture en live, ce qui est pertinent dans les systèmes quand on met en production. Derrière, on a un système qui est lié à l'écosystème qui s'appelle Longsmith, pour pouvoir traquer, comme je l'ai dit, toutes les actions, tous les tools que l'agent a utilisés, et même derrière, le chaînage d'agents LLM qui a été fait, donc pour pouvoir évaluer aussi derrière. On a aussi une fonctionnalité Runnable.
Donc ça, c'est pas disponible sur N8N. C'est une fonction token en temps réel. Vous allez voir que chacun des tokens vont apparaître à un, et c'est beaucoup plus fluide dans des systèmes en production que attendre complètement la réponse et avoir ensuite un bloc de réponse d'un coup. À savoir que sur N8N, aujourd'hui, on n'a aucun moyen de traquer les tokens et les coûts en live de manière simple. Mais on dépend aussi pour construire des agents reliable, donc qui sont sûrs d'avoir une sortie qu'on veut, c'est avec la validation de sortie qui est naturellement intégrée à LangChain avec des Pydantic Output Parser, donc pour valider le typage et sorties TLLM avec soit des JSON, soit des objets. Alors certes, N8N a un parseur un petit peu typé où on peut le modifier avec des JSON schema type, mais la plupart du temps, ça va être beaucoup de conditions if, error, pour fixer le problème. Et je vais vous montrer comment full code c'est beaucoup plus simple et intuitif, et ça va être plus rapide à le faire. Comme je vous l'ai dit, la partie la plus puissante selon moi de LangChain avec le RAG, c'est la partie évaluation et observabilité, notamment avec Langsmith Evaluator. Et on peut mettre ces évaluations notamment sur les runs de RAG, donc on pourra mettre totalement la distance d'embedding, la toxicité du dataset qu'on a mis sur la base de données vectorielle et pouvoir traquer toutes ces informations-là pour évaluer si votre modèle va dans la bonne direction ou pas. Et c'est un travail continu de mettre des agents IA ou des LLM en place. Donc il faut obligatoirement traquer ce que le LLM fait pour pouvoir l'évaluer derrière. Et derrière, il faut savoir que N8N ne le fait pas, donc on va devoir exporter les logs soit sur Airtable, soit dans un autre endroit, dans un Google Sheets. C'est pas très bien pour classer et voir toute la file de conversation. Et on va devoir créer son propre script d'analyse. Pour vous donner un peu plus d'idées sur les retrievers, j'ai mis à disposition les différents retrievers qu'ils peuvent avoir. Comme je vous l'ai dit, il y a le parent document retriever qui indexe des petits chunks dans la base de données vectorielle, mais on peut renvoyer automatiquement la section parent, donc globale, avec toutes les pales, etc., lors de la query. Donc pour donner du contexte au LLM, quand il va faire la requête ramée. Derrière, on a aussi, comme je l'ai dit, le multi-query retriever, génère plusieurs paraphrases de la requête, et ça fusionne les résultats pour augmenter le recall. Donc pour augmenter toute la récupération sémantique qu'on pourra avoir dans le contexte, en faisant plusieurs requêtes autour du même RAG. Donc là, c'est pertinent pour augmenter cette qualité de contexte sans changer d'embedding. On a aussi une fonctionnalité assez intéressante dans le Contextual Compression Retriever qui sert complètement à couper ou résumer automatiquement les passages renvoyés pour rester sous la fenêtre de contexte définie. Donc là, comme vous l'avez pu le voir, il faudra bricoler un peu sur N8N pour faire un chaîneur de résumeur LLM, après la recherche, ensuite un nœud code qui va stocker tout ça de manière temporaire, alors que là, en une ligne, on peut le faire avec un retriever qui est créé par LangChain. Maintenant, je vais vous montrer des exemples de code LangChain intraduisibles sur N8N, ou même difficilement sur la partie agent IA, à savoir que c'est un agent qui calcule puis valide sa propre réponse avant de la renvoyer. C'est un cas basique. Sur N8N, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faudrait un split in batch, des deux codes, des if, beaucoup de if, et le système va être très vite très complexe. Il n'y aura aucune trace de pas à pas, comme on pourrait l'avoir avec l'écosystème LangChain. Comme je l'ai mis ici, ça se fait en 20 lignes, avec 3 fonctions. Pour vous compreniez, là, je vais parser en Python, donc c'est un langage de programmation, mais je vais le détailler au maximum. Donc comme je vous l'ai dit, on va devoir importer dans un premier temps les outils de LangChain, donc la tools, et on va utiliser LangChain OpenAI pour pouvoir chatter avec le langage LLM OpenAI, pour chatter avec le modèle OpenAI, et ensuite derrière, on a utilisé LangGraph qui fait partie de l'écosystème LangChain pour pouvoir construire des graphes et avoir des chaînages d'agents beaucoup plus complexes, un chaînage d'actions un peu plus poussé facilement. Donc dans un premier temps, on définit un tools qui va multiplier deux valeurs, la valeur A et B, et qui va ressortir une valeur int, donc integer, donc une valeur C. Donc ça va simplement multiplier A fois B, donc ça c'est l'écriture Python. Et ça c'est un outil qu'on a créé. Maintenant on va initialiser le LLM, donc on va choisir ChatOpenAI, on va prendre le modèle GPT-4.1 mini, et ensuite derrière on va définir chacun des nœuds. Donc dans un premier temps on va définir un nœud plan, qui va récupérer les questions, et il va retourner dans les pensées. Donc là c'est comme vous pouvez le voir ici, c'est un JSON comme vous avez pu le voir, donc un objet sur Python. Et cet objet-là fait partie de la conversation et de la mémoire. C'est un état de conversation comme je l'ai implémenté. Donc pour vous expliquer ce qu'est l'état de conversation dont je parle, c'est que, en fait, la manière que LangGraph fonctionne
pour récupérer tout le contexte et récupérer de la mémoire sur les informations au fil de la discussion, on peut stocker dans un état de condensation chacun des nœuds et pouvoir agrémenter à chacun des passages des nœuds, on va le voir ensemble, des informations. Et là, dans mon cas, c'était le nœud TOTH, donc pensée, on a récupéré et agrégé peu à peu. Donc là, imaginons qu'on ait un nœud 1. Hop. Tac. Donc on est un nœud 1, et dans cet état de conversation, on a le premier message de l'utilisateur, donc message 1. Hop. Donc là, c'est l'état de conversation dans le nœud 1. Et ensuite, en passant dans le nœud 2, on va par exemple faire des actions, donc rajouter soit un LLM, soit des informations de LLM, soit du code pur en Python avec des calculs, comme on l'a fait avec le tools, donc une multiplication. Donc là, ça peut être du code pur. Donc là, c'est dans le nœud 2. Hop. Et bien, cet état de conversation, on peut l'update à la fin en retournant le nouvel état de conversation. Donc là, dans notre cas, on aura message 1, et par exemple, on pourra stocker dedans, je ne sais pas moi, un résultat du calcul. Et dans ce cas-là, le prochain nœud va s'appuyer sur cet état de conversation-là, donc le nœud 3, et dans ce cas-là, il pourra faire des actions en fonction de si le résultat est positif, s'il est négatif ou autre chose. Mais on peut aussi, du coup, récupérer à chacun des nœuds l'envoi du message d'IA ou du tool utilisé, et derrière, on a un séquencement bien gardé en mémoire pour pouvoir faire des actions dessus et voir ce qui s'est passé réellement, ou même pouvoir résumer les messages envoyés et les actions réalisées par l'IA et par l'humain. À noter que d'ailleurs, à la fin, on a bien ce stockage d'informations, et il repassera, si on repasse dans la boucle entière, bien sûr qu'il passera et stockera cette information-là, et pouvoir récupérer et réagrémenter des informations. Donc après vous avoir expliqué l'état de conversation, on va du coup définir le plan, on va agréger des données dans le nœud TOT, donc je dois multiplier Q, donc là il va récupérer la question posée par l'utilisateur, ensuite il va agir, donc là il va prendre les variables A et B, il va récupérer ces questions-là, de la question donc A fois B, les valeurs, et il va multiplier avec la fonction qu'on a créée dans le tools. Et il va mettre ça en réponse dans le stockage de l'état de condensation. Ensuite, il va valider cela. Comment il valide? Là, il fait simplement un test de la réponse, donc il récupère dans l'état de condensation la réponse, et si la réponse est inférieure à 1000, alors il la valide, sinon il envoie null. Et ensuite, on crée le graphe complet. Donc ça, c'est un graphe assez simple, c'est-à-dire qu'on va ajouter des nœuds, donc add none avec le nom du nœud et la fonction associée, donc on l'a créé tout en haut. Et ensuite, on fait la même chose pour tous les autres nœuds. Et ensuite, on rajoute des branches, donc des edges entre les nœuds. Donc là, il y aura une branche entre le plan et le act, donc il va passer du nœud plan au act. Et ensuite, on a add conditional edges, donc c'est une branche conditionnelle, c'est-à-dire qu'on va devoir valider une condition avant de passer à un nœud ou à l'autre. Donc là, ce nœud de condition, il est basé sur la source act, donc ce qui veut dire que si le nœud est validé, alors on envoie à la fin, donc là on envoie la réponse, sinon on replanifie pour recalculer dessus. Donc vous voyez bien que la boucle peut être complète et refaire le calcul dessus. Et là dans ce cas-là, à la fin, bien sûr qu'on va pouvoir tester en compilant le graphe et ensuite en invoquant le graphe avec la question 23 fois 17. Donc là il va faire le calcul et c'est ça. Ce qui a été beaucoup plus complexe de le faire sur un item, dans quel cas, c'est surtout sur la partie validation et implémentation d'une réflexion propre qu'on voudrait faire. Ça serait beaucoup plus complexe de le faire sur un item car on peut tout simplement ne pas rajouter des états de condensation, des multiplications ou des fonctions en plus, et on n'est pas sûr du résultat à la fin, alors que là c'est assez schématique. On a le plan, l'acte, on a la validation, et ça tout le temps, peu importe ce qui se passe, etc. Donc on a quand même une certaine reliability. Je voudrais aussi vous montrer deux autres logiques un peu dures dans un item, mais triviales dans LangChain. C'est tout ce qui est agent critique. LLM produit une réponse, un second LLM la contrôle. Là, dans ce cas-là, on peut totalement créer dans l'engraphe avec un nœud critique plus edge conditionnel, assez rapidement avec une condition true-false en fonction de cela, avec soit un LLM, soit une manière de coder
avec plusieurs conditions à faire. Mais ici, avec NUTN, c'est un peu pénible de le faire. Pourquoi? Parce que c'est impossible sans sous-workflow récursif ou multiples exécutions externes, et dans ce cas-là, ça rajoute une complexité. L'une des parties les plus fortes aussi, c'est le fait de pouvoir streamer et pouvoir surveiller le coût. Donc avec des callbacks on token. Ici, le nœud agent ne rend même pas les tokens ni le coût sur NUTN. Et donc, il faut sonder l'API d'OpenAI à part. Maintenant, on va parler de ton premier système IA sur LangChain. Alors, comme je te l'ai dit, c'est un GitHub partagé, donc tu pourras utiliser le projet et l'améliorer, ou même ajouter des fonctionnalités, ou même te baser simplement dessus pour comprendre tout ce que je vais t'expliquer ici. Mais la première étape, c'est de mettre en place les dépendances, et on va directement aller sur le code. Donc on est parti sur ce projet-là. Comme je l'ai dit, c'est disponible sur mon GitHub. Vous pourrez télécharger tout ce que j'ai construit avec un README pour vous guider sur l'installation. Donc pour vous expliquer tous les mécanismes autour de LangChain ou même LangGraph, j'ai créé un projet LangChain autour d'un agent, ou d'un chaînage de LLM plutôt, qui utilise des recherches et qui peut envoyer par mail des informations, tout ça avec l'utilisation de Crawl4AI pour scraper des pages riches et avoir tout ça chaîné autour d'agents grâce à LangGraph. Donc comme j'ai dit, on peut faire des recherches avec Brave Search via l'API. Il faudra le configurer, on va voir ça ensemble. Et ensuite, l'extraction de contenu sera faite via Crawl4AI et la synthèse par des LLM via LangChain OpenAI et toute la stack autour. Il faut savoir qu'il y a quand même des prérequis à avoir, notamment une clé OpenAI, une clé Brave Search API, donc pour faire des recherches sur Internet avec l'API de Brave. Et aussi, on va connecter Langsmith, qui est un autre outil de l'écosystème LangChain, qui permet notamment toute l'observabilité dont j'ai parlé au départ, pour pouvoir traquer les outils que l'agent IA utilise, les LLM et le chaînement d'LLM utilisés, etc. et l'état de conversation qu'on pourra stocker sur Langsmith. En plus de ça, j'utilise l'envoi de mail, donc on va devoir configurer un mot de passe d'application pour pouvoir lancer depuis mon code un mail via l'agent IA. Donc pour vous compreniez un peu mieux l'architecture, on a plusieurs outils, le scrapping, la recherche via Brave Search, donc recherche Google, et l'envoi via Gmail SMTP, qu'on va configurer tout ça ensemble directement. Donc dans un premier temps, on va configurer Brave Search OpenAPI. Pour ça, il y a le lien dans la présente masterclass qui sera disponible dans la description. Mais on va pouvoir aller sur ce site, se connecter. Une fois que vous vous êtes connecté à Brave Search, vous arrivez sur cette interface-là et vous allez dans API Keys. Dans API Keys, vous pourrez créer une clé API. Ça demandera de rentrer vos informations. Vous allez prendre le plan gratuit. Il ne vous sera pas prélevé si vous ne dépassez pas ces limites, une requête par seconde et 2000 requêtes par mois. C'est assez large, donc vous avez le temps de pouvoir utiliser. Une fois cela fait, vous aurez ici votre clé et vous devrez la mettre sur le projet dans le .env.example qu'on va configurer ensemble. Donc là, je vous invite à garder cette page ouverte avec la clé, car on va l'utiliser après, et d'aller sur le prochain lien donc pour connecter la clé OpenAI. Ça, normalement, vous avez l'habitude de le faire. On va aller dans Dashboard, API Keys, et vous allez créer une nouvelle clé API. Donc là, vous créez et vous la stockez quelque part. Ensuite, l'autre élément à configurer, ça va être le mot de passe via votre compte. Donc pour pouvoir envoyer des mails via votre compte Gmail, il va falloir le configurer dans votre compte et dans vos paramètres de sécurité. Donc là, si vous ne l'avez pas déjà fait, mais il faut absolument que vous ayez dans myaccount.com Google Security et que vous connectez votre double authentificateur. Une fois cela fait, dans la présentation, on a un autre lien ici, App Password, pour créer l'application justement avec le mot de passe. Donc là, vous allez utiliser ce lien-là, vous allez arriver sur cette page-là, vous allez nommer l'application test ou peu importe le nom que vous voulez, créer et vous aurez un mot de passe. Ce mot de passe, vous devrez le coller dans votre .env. Ensuite, j'ai mis en option le tracing de Langsmith, mais on peut totalement le configurer en plus. Pour ce faire, il faudra aller sur langsmith.com, se connecter. Une fois connecté, on va pouvoir aller sur la création d'un projet. Donc pour ce faire, on a à gauche tous les éléments, Tracing Project, etc., Monitoring. Donc c'est vraiment tout fait pour que l'écosystème soit bien déjà créé. On peut notamment utiliser, si c'est open source, Langfuse, mais là j'ai utilisé pour la simplicité Langsmith. Et pour ce faire, on va aller dans Tracing Projects, New Projects, et là vous allez faire générer une clé API. Bien vérifier que vous avez installé tout ça, normalement en installant le requirements.txt, donc avec toutes les dépendances pour utiliser le code que j'ai fourni sur GitHub, vous n'aurez pas à faire ça. Et derrière, vous allez devoir configurer toutes ces variables dans votre .env avec votre clé OpenAI
et votre clé Longsmith pour pouvoir l'utiliser. Et vous allez voir que c'est automatiquement fait, il n'y a pas d'autre chose à rajouter dans votre code, ne pas invoquer et invoked, etc. Donc ça va dire que ça simplifie le process de tracking, car dans votre code, c'est déjà implémenté si vous mettez simplement la clé et le nom de votre projet Longsmith. Donc là, le nom de mon projet, Generate API, ça je vais la garder ensuite, et je vais nommer mon projet sur quelque chose de cohérent derrière. Donc voilà un peu toutes les variables que vous allez devoir copier. Il faut savoir que, comme je l'ai dit ici, on va devoir copier le .end.exemple et le mettre en .end, et rentrer toutes les informations dont je vous ai fourni ici l'accès. Donc, on se retrouve sur un IDE classique Cursor. On peut totalement le faire sur VS Code si vous l'avez. Il faut quand même comme prérequis Python sur votre machine, mais aussi Git pour pouvoir utiliser les commandes qu'on va utiliser au départ. Vous allez ouvrir un nouveau terminal dans un nouveau dossier que vous avez créé. Là, j'ai créé un test YouTube vidéo et on va suivre l'installation pas à pas qui est décrit dans le document. Donc là, on va mettre git clone, le nom de mon organisation. Donc là, normalement, hop, on devrait changer ça en Styrito. Hop, vous lancez, ça va cloner le projet complet dans votre répertoire. Et ensuite, à partir de là, vous allez devoir aller dans ce projet-là. Vous rentrez dans le projet. Et ensuite, vous allez devoir créer un Venv. Un Venv, c'est un environnement séparé pour pouvoir stocker toutes vos dépendances dedans pour pas qu'elles soient sur vos PC. Car ça peut causer des conflits sur votre machine si vous avez plusieurs librairies d'installer, etc. C'est pour simplifier le process d'ailleurs, pour avoir bien toutes les dépendances et pouvoir séparer les environnements de travail. Donc pour ce faire, il va falloir lancer la commande python m.venv. Vous lancez cette commande, vous allez voir que vous allez créer un .venv avec une librairie, des scripts, etc. Dès que c'est fini, on va pouvoir rentrer dans cet environnement virtuel et installer tous les requirements présents ici pour pouvoir utiliser justement le script et pouvoir le tester de votre côté. Voilà, une fois que c'est fini, vous allez pouvoir lancer le script. Donc pour ça, vous allez taper .venv avec un table pour remplir. Ensuite scripts pour entrer dans le dossier scripts. Et ensuite activate qui est le script pour lancer. Une fois cela fait, vous verrez qu'au départ, il y a .venv. Donc maintenant, vous êtes dans l'environnement virtuel Python. Et vous pouvez maintenant installer toutes les dépendances qui sont directement écrites dans le requirements.txt. Juste ici. Donc pip install r requirements.txt. Vous allez voir que ça va lancer toutes les installations de dépendances. Donc ça peut prendre un peu de temps. Donc une fois que c'est fait et c'est mis en place, on a ce message. Je vous conseille d'update pip si cela n'est pas fait. Et derrière, on va simplement lancer les dépendances pour utiliser Playwright, pour crawl pour pouvoir scraper les sites. Donc pour ce faire, hop, on installe Playwright install. Et derrière, une fois que cela sera fait, on va avoir un message de validation et vous pourrez lancer le script. Pour lancer le script, il faudra dans un premier temps, hop, regarder le .env.exemple et configurer toutes les variables et les valeurs qu'on a mis dans un premier temps. Donc pour ce faire, on fait un copy.end.exemple, .env. Donc là, on va copier les valeurs dans un .env ici. Et une fois cela fait, on va changer toutes les valeurs justement présentes pour pouvoir utiliser le système. Donc moi, je viens de le faire, je viens de configurer mon .env. Bien sûr, je ne vais pas le montrer qu'à toutes mes clés OpenAI, etc., donc privées. Et donc, une fois cela fait, on va lancer Python start dev allow blocking qui va justement, comme je l'ai dit, rajouter le Windows Proactor Event Loop Policy qui n'est pas impliqué directement dans Crawl4eye pour qu'on puisse lancer le crawl derrière, etc. et que ça fonctionne. Une fois ceci fait, normalement, tu auras une ouverture du Smith et LangGraph Studio. Donc là, ça te permet d'avoir une interface pour pouvoir travailler sur tes workflows. Et comme tu peux le voir ici, on a directement un workflow déjà créé. Donc pour t'expliquer comment fonctionne LangGraph, comme je l'ai dit, il fonctionne sous forme de nœud. Donc là, comme tu peux le voir, un nœud qui va toujours commencer par start. Et on pourra avoir des graphes avec des nœuds et des conditions entre les graphes. Comme tu peux le voir ici, on a un nœud qui est relié à deux autres en fonction de si l'utilisateur veut l'envoyer par mail ou l'envoyer dans le chat. Et dans ce cas-là, il finira toujours par un nœud end, comme tu peux le voir ici. On peut avoir bien sûr des sous-graphes, comme ici. Donc là, c'est un sous-graphe enrich qui va récupérer la société, récupérer les directeurs, récupérer leur profil LinkedIn. Donc là, c'est pour te montrer un peu la globalité de ce projet-là et te montrer un exemple de ce que tu peux faire avec LangGraph. Comme tu peux voir, on a une interface studio, donc on va pouvoir
comme je te l'ai dit, paramétrer de nouveaux messages, remonter un fil de discussion, donc si c'est un humain, une machine, ou c'est un appel de fonction, etc. On peut lui donner du contexte. Donc ça, c'est toutes les variables d'état de conversation dont je t'ai fourni au départ. On peut lui envoyer plein de choses, on peut envoyer du contenu multimodal, donc des images, des PDF, etc. Et si tu as bien tout configuré, normalement tu as le graphe, mais si tu as aussi le chat, avec notamment tous les threads que tu as pu faire sur cette fonctionnalité-là. Donc là, tu pourras tester différents points dans le nœud. Et là, tu as une interface pour montrer les touches, pour pouvoir chatter avec ton système et voir s'il fonctionne bien. Comme on l'a mis, là je l'ai configuré pour qu'il soit connecté à Langsmith, on va pouvoir traquer notamment les utilisations des outils, les tokens, etc. Et derrière, ce code ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Donc là, tu peux voir que l'outil tourne en continu. Donc dès que tu as modifié du code ici, il va update automatiquement. Donc tu n'auras pas à réinitialiser à chaque fois le code. Et en plus de ça, donc là, c'est le graphe chatgraph, donc le graphe principal, et le sous-graphe enrich. Donc pour le graphe principal, comme tu peux le voir, hop, on va enlever ça. Il a été configuré de sorte à avoir notamment les nœuds enrich, draft, reuse report. Donc tous les nœuds que tu as vus, on les a définis ici en asynchrone. Donc tu vas pouvoir paralléliser les workflows, donc s'il y a plusieurs utilisateurs, etc. Et tu as tous les nœuds ici. Donc send chat, send email, review. Ensuite, à la fin, tu as le graphe qui est construit. Donc là, tu vas construire le graphe avec un état de conversation. Et cet état de conversation est dans les models. Dans les modèles, on utilise, comme je te l'ai dit, PyIdentic pour avoir des modèles de base, mais surtout pour pouvoir définir des sorties structurées et des entrées aussi. Donc pour t'expliquer un petit peu comment fonctionne PyIdentic, il fonctionne sous forme de classe. Tu vas pouvoir définir une classe. Imaginons que là, tu veux définir un directeur d'une entreprise. Tu vas pouvoir définir par son nom, son prénom, son nom, et ses liens, s'il a des liens sur des sites de société, ou s'il a d'autres liens, tu vas pouvoir configurer comme ça avec une liste de strings, donc qui est du texte. Ensuite, derrière, moi, je définis une classe compagnie info, avec le nom de la compagnie, l'URL de la compagnie, le registration, l'adresse et les directeurs liés à cette société. Donc là, tu vois, tu vois clairement et facilement que c'est assez rapide à construire des classes, et en plus, derrière, tu vas être sûr d'avoir ce format-là, car PyIdentic va valider tes modèles à chaque fois qu'il utilise la LLM, à chaque fois qu'il envoie des informations, il aura ce format obligatoire. En plus de ça, si tu utilises des classes, des sous-classes, comme ici, le format dans la liste sera obligatoirement first name, last name et links, donc chacun des objets dans cette liste-là sera de ce format-là. Ensuite, comme je te dis, on a défini un état de conversation. Là, c'est la base sur l'anggraph, c'est de définir un état de conversation qui va perpétuer entre les nœuds, perpétuer entre les conversations, et ça, il faut qu'il soit bien solide et bien défini. Comme on l'a écrit ici, on a, comme je te l'ai dit, un stockage des messages de base. Donc les base messages viennent de LangChain. Et c'est des structures de messages comme par exemple AI message, donc message de l'IA, humain message. On a aussi tool message, etc. Donc là, c'est pour regrouper un peu tous les messages que tu pourras avoir dans une conversation. Ensuite, donc, on peut définir un contenu. Donc là, c'est le contexte qu'on va fournir au LLM à chaque fois qu'il récupère des informations de conversation. Ça, c'est le moyen de fonctionner pour avoir le plus de précision sur les LLM. Donc on rajoute du contexte à chaque fois qu'on utilise un outil. Et ensuite, c'est des booléens, donc des valeurs true-false. Si par exemple, il veut faire une review, s'il a besoin de faire une review, si la personne a envoyé un mail, car dans le premier nœud, on va extraire l'intention, comme c'est écrit ici, hop, on va extraire l'intention de la personne. Donc si elle veut, donc là avec un système prompt, on va définir ce que veut l'utilisateur, s'il veut qu'on l'envoie par mail, quelle information il veut extraire, quelle entreprise il va aller chercher. Donc là, comme je l'ai défini ici. Donc ça, c'est le premier nœud qui passe et analyse la réponse de l'humain. On va voir ça ensemble. Et derrière, il va envoyer des informations en fonction de s'il veut faire un mail, s'il a bien un mail, s'il veut envoyer ou pas, et s'il envoie une compagnie, etc. Donc là, c'est toutes les infos qu'on récupère et qu'on stocke ici. Donc, comme tu peux le voir, ce nœud utilise des LLM, mais il y a d'autres nœuds qui peuvent utiliser notamment, comme on avait vu ici, Enrich, donc le sous-graphe qu'on a construit. Donc là, on va tester avec un exemple. Tu vas pouvoir, hop, aller sur la page normalement qui est ouverte, aller dans Chat, et tu vas dire fais tes recherches. Donc là, j'ai mis quelques fonctionnalités pour te montrer un petit peu sur le graphe pour que tu puisses tester. Tu pourras l'améliorer bien sûr. Donc là, hop, on va envoyer cette requête. Comme tu peux le voir, hop, juste ici, il va faire les recherches sur LVMH et il va lancer le flux comme défini ici. Donc là, il fait ses recherches. Il va aller scraper avec Roll4AI. Il va aller scraper aussi avec Brave, donc faire des recherches internet.
Et ensuite, a fait tout ça, il va faire une analyse de la société avec ses dirigeants. Bien sûr, là, comme j'ai défini un périmètre restreint, il va récupérer que sur société.com. Et dans ce cas-là, il y aura quand même une partie où on va devoir agréger d'autres données. Ça, je t'invite à le faire pour vraiment que tu comprennes bien le fonctionnement de l'Anggraph. J'ai explicitement fait en sorte que tu puisses rajouter des informations. Donc là, hop, il récupère des informations sur les dirigeants de société. Quand on clique sur la société, c'est bien sûr LVMH. C'est un des blocs de LVMH, bien sûr, mais on a directement les dirigeants ici, donc, qui ont bien été récupérés. On a aussi le profil LinkedIn et Instagram. Bon, je pense que l'Instagram n'est pas le bon, mais je pense que les LinkedIn sont les bons. Et on a toutes ces informations-là en analyse avec le bon sirène, l'activité, l'adresse, etc. On peut totalement agréger d'autres données si on veut, même faire d'autres recherches parallèles pour aller chercher peut-être le YouTube, peut-être le GitHub, ou peu importe d'une personnalité, ou avoir quelque chose un flux un peu dynamique. Là, je t'invite vraiment à tester pour que tu comprennes. Mais quand on regarde dans le graphe ce qui s'est passé concrètement, et là c'est le plus intéressant, tu peux voir qu'on a un tour 1, donc turn 1, tu peux changer la qualité des extractions, donc si tu veux vraiment quelque chose de brut ou quelque chose d'un peu plus défini. Comme je te dis au départ, on a envoyé un message, donc fais tes recherches sur LVMH. Dans le premier nœud, qu'est-ce qui s'est passé? Oups, on va le mettre comme ça parce que c'est plus propre. On a extrait la compagnie, donc c'est le LLM qui a extrait LVMH, la compagnie. Il a récupéré les informations, il a créé un message dans la conversation globale, recherche d'informations sur LVMH, et il a mis les paramètres want email, use last, false. Donc là, c'est très clair, on n'a pas voulu envoyer par mail, et de ce cas-là, on va passer dans le nœud enrich. Dans le nœud enrich, c'est un sous-graphe comme je l'ai défini, donc il va passer dans chacune des nœuds ici, donc avec les mêmes informations. Il va récupérer des informations sur la société. Hop. Donc là, il agrège le nom, la registration de site URL avec du scrapping regex qui a pas refaire, mais aussi tout le contenu qu'il a récupéré sur le site avec les recherches sur société.com. Il va choisir celle la plus pertinente, comme je l'ai défini ici. Ensuite, il va chercher les directeurs. Comme je peux le voir, après avoir cherché les directeurs, il a agrégé les données dans la liste de directeurs avec first name, last name, links, comme on l'a défini ici. Et il a bien sûr récupéré le site URL de LVMH, donc la société sur société.com, et il l'a rajouté en contexte, hop, normalement, toutes les informations, hop, liées au directeur, hop, voilà. Donc il a extrait toutes ces données-là sur la page principale, et ensuite, il allait chercher le profil sur LinkedIn, etc., s'ils existaient ou pas. Donc là, on a les links, on a aussi mis cela dans le contexte, donc le contexte, hop, comme on peut le voir, pour aider l'IA à choisir le bon lien et choisir la bonne personne et son bon lien. Ensuite, à partir de là, on fait un rapport de toutes les informations avec le contexte, etc. Donc ça, c'est le nœud summary. Pour te montrer en code à quoi il ressemble, hop, on va faire la recherche dans le graphe principal, donc chat graph, et on va aller chercher summary. Elle doit être quelque part ici. Hop, draft summary, parfait. Donc là, on récupère de l'état de conversation les informations de la compagnie extraite, les informations compagnie info, et le contexte global de la recherche. Donc là, on peut totalement agréger, améliorer ce prompt-là. Et ensuite, après, je lui ai mis juste une simple rédaction pour chaque dirigeant rédige un paragraphe de 3-4 lignes sur son profil et son parcours. On peut totalement imaginer d'autres choses derrière. Et derrière ce prompt, on va utiliser dans un LLM AI Invoked. Comme je te l'ai dit, cette information-là, on va pouvoir la retrouver sur Longsmith pour pouvoir traquer ce qui s'est passé et le coût du token. Et derrière, on va mettre ce summary dans l'état de conversation global state.summary. Donc là, on retourne à la fin de ce nœud, utilisation de ce nœud et ce prompt, des informations dans l'état de conversation global. Pour voir comment ça rend sur Longsmith, pour pouvoir traquer ce qui s'est passé, hop, tu peux voir que dès que vous avez connecté Longsmith, vous aurez ce bouton, sinon il faut faire attention pour pouvoir traquer les effets. Et là, on peut voir sur la démo tous les flux utilisés, et notamment celui qui nous intéresse, les tools utilisés, justement Brave Search, etc. Et Summary. Donc là, on peut voir qu'on a utilisé GPT 4.1, que ça a pris 1200 millisecondes. On peut voir aussi le coût de token utilisé, donc là 0,2 avec 9000 tokens et une latence de 6 secondes. Et on peut voir aussi l'output qu'il nous a fourni et l'input qu'on lui a envoyé, donc avec toutes les infos, avec tout le contexte et justement la société, etc. et le contexte. On peut avoir aussi des métadonnées, donc le choix du graphe, si ça a été envoyé d'un studio ou pas, donc on a plein de métadonnées pour pouvoir l'utiliser ici. Et derrière, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des feedbacks sur cette run, donc là c'est écrit et annoté par des humains, donc pour faire une loupe de validation, pour voir, pour retravailler derrière, donc on peut le faire comme ça, et on peut voir que toute la run de conversation nous a coûté 9000, et
et a duré 45 secondes. Donc là, on a beaucoup de tracking et d'informations qu'on peut utiliser pour améliorer derrière. Ensuite, on retourne sur justement LangGraph Studio pour vous montrer ce qui a été fait. Donc comme on a choisi un nœud et on n'a pas précisé d'email, il ne va pas nous envoyer par email, mais envoyé par le chat. Donc il va envoyer le rapport directement par le chat, mais si j'avais précisé mon mail, il l'aurait envoyé et serait parti dans le nœud send email, juste ici, pardon, et il aurait envoyé à la fin end, donc il serait arrêté. Et là, c'est super pertinent, car on peut totalement faire comme on l'appelle, des finite state machines, et je vous invite à regarder ce que c'est, mais c'est un concept basique pour pouvoir créer des agents IA reliable, c'est-à-dire qu'on aura des états de conversation stockés quelque part, et en fonction de ces états de conversation-là, on aura des nœuds ou pas, on ira dans une branche ou pas, et ça permet de faire quelque chose de plus simple, plus propre, que baser vraiment les agents IA que tu vas construire sur un peu de l'aléatoire, parce qu'il faut savoir que les LLM de base ne sont pas déterministes, et dans ce cas-là, il faut réussir à trouver un système et un environnement dans lequel il peut se permettre d'être un peu guidé finalement avec des finite state machines, en cachant des tools ou pas, etc. Il y a plein de techniques qu'on peut utiliser qui sont pertinentes. Tu pourras le faire beaucoup plus facilement que sur N8N. On n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi les tools. Comme je l'ai dit, on a utilisé des tools comme Crawl4AI. Et pour ce faire, on récupère toutes les valeurs d'API Key, mais aussi on va utiliser la recherche Brave Tool avec une query. Donc la query qui est définie au départ par un LLM. Donc comme vous avez pu le voir dans le sous-graphe, qu'est-ce que nous avons? On a beaucoup de fonctions, mais surtout un nouveau graphe qui est Fetch Société. Donc dans ce cas-là, on va récupérer de l'état de conversation global le nom de la compagnie, on va le normaliser pour l'appeler dans un URL. Donc là, je fais mon URL sur société.com, on peut totalement imaginer autre chose. Et derrière, on va lancer une recherche au crawl markdown. Cette recherche crawl markdown, comme on l'a défini ici, ça permet d'utiliser crawl4AI pour aller récupérer les infos sur le site, hop, juste ici, et on va utiliser cela, donc avec une configuration classique, avec un crawler qui va aller chercher les infos, envoyer, comme on l'a écrit ici, en Markdown. Donc cette information-là sera au Markdown et récupérée après dans le contexte, comme on l'a pu le définir, hop, ici, contexte. Donc là, on fait contexte, donc le contexte de base, plus le Markdown récupéré. Ensuite, derrière, vous pouvez voir qu'on a aussi par société Markdown. Donc là, c'est vraiment du regex pur. Donc c'est un peu plus complexe, mais tout simplement, dans un Markdown, on va récupérer des liens. Et de ces liens-là, on va extraire le lien le plus pertinent pour la société trouvée au départ quand on l'a envoyé. Donc ici, on a Fetch Société. Donc on va récupérer cela avec le tools Brave Search. Ensuite, on va crawler sur cette page et l'URL trouvée. Ensuite, on va récupérer ces informations-là, on va les mettre dans le contexte. Donc ça, c'est dans le nœud Fetch Société qui est dans le sous-graphe Enrich. Ensuite, après, dans le directeur, on va aller crawler le site URL principal, donc celui qui a été scoré et le plus pertinent. On va aller crawler exactement ceci pour aller récupérer les dirigeants. Ensuite, on va les regrouper dans le contexte global en faisant des sauts de ligne et en recoupant chacun des directeurs récupérés avec leur nom, leur prénom. Et on va update le contexte et l'état global comme défini à chaque fois ici. Ensuite, sur les profils, c'est exactement le même contexte. Donc on récupère le contexte, il passe pour chacun des dirigeants, on va aller faire la recherche, le nom du dirigeant, LinkedIn avec Brave Search. Et derrière, on rajoute dans le contexte profil LinkedIn des dirigeants potentiels avec les noms trouvés. Et dans ce cas-là, après, derrière, on ajoute le même contexte, on update le contexte global et les infos de compagnie. Et là, ensuite, derrière, on a le sous-graphe complet, donc avec les nœuds, comme vous l'avez dit, défini avec un nom et la valeur, donc soit la fonction, soit le LLM, etc., utilisé ici. On ajoute ces nœuds-là et on les met au départ, toujours obligatoirement avec un start au départ. Ça, il faut l'importer de langgraph.graph, donc c'était graph, start et end. Et dans ce cas-là, on peut lancer la société, on peut lancer les directeurs, et derrière, on a le suivi comme défini visuellement ici, donc Fetch Society, directeur, profile. Et là, c'est beaucoup plus visuellement, là, c'est plus simple à comprendre visuellement. Et derrière, on bulle ce graphe. Et comment on le relie, ce sous-graphe? C'est au niveau tout en bas, comme je l'ai défini ici. Donc, on a tous les nœuds. Donc là, par exemple, hop, pour vous donner un peu de contexte, on a fait un enrich subgraph et un invoked avec l'état de conversation. Ensuite, derrière, on a le enrich wrapper. Donc, c'est exactement ce qu'on a défini ici, async-def state. Et là, dans ce cas-là, on prend l'état de conversation, on va aller prendre le sous-graphe enrich, et ensuite, on va définir tous les éléments de résultat. Donc, dès que le système est passé dans le sous-nœud
on va récupérer les résultats et update l'état global du graphe entier. Parce que là, on était dans le sous-graphe. Donc là, il y a une sortie du sous-graphe, donc résultat. On va update depuis ces résultats l'état global du graphe. Et là, bien sûr, tout est traqué, donc vous pourrez voir dans les commandes justement ce qui se passe, justement ce qui est envoyé. Et ça, c'est peu importe la modification. Donc là, il y a toutes les infos pour que vous compreniez comment ça fonctionne, pour pouvoir débugger de votre côté. L'idée vraiment, c'est que vous compreniez un peu comment utiliser l'engraphe, comment ça débug le système, l'améliorer derrière, et vous basez sur ce code pour pouvoir vous améliorer et comprendre le système. Comme je définis ici, on a l'état de conversation qui récupère la valeur booléenne ou anti-mail, donc s'il veut un email ou pas, qui a été défini au départ dans extract intent, donc le nœud. Donc c'est un LLM qui a choisi si oui ou non la personne veut envoyer un mail ou pas, et ça il l'a stocké dans l'état de conversation global. Donc là, ça permet justement de, si c'est true, d'envoyer au nœud email, si c'est false, d'envoyer dans le chat. Bien évidemment, sur la présentation, vous avez tous les URL pour faire le lien et le projet qui sera disponible dans la description pour pouvoir l'améliorer, le travailler et vous baser dessus pour pouvoir comprendre le système. Bien sûr, tout le système est rapidement installable. Je l'ai mis en place pour que ce soit comme ça. Et derrière, on peut totalement imaginer soit un tool pour faire des recherches globales sur la société, les news, etc. Peut-être faire des recherches Wikipédia si c'est des grosses sociétés comme LVMH, rajouter du contexte pour notamment rajouter des dirigeants comme Bernard Arnault, etc. Ou même faire des tools pour, imaginons, envoyer un mail à une personne en fonction de s'il récupère des critères, etc. Bref, on peut imaginer plein de choses. Moi, je vous invite à être créatif là-dessus, c'est comme ça qu'on apprend. Donc maintenant, cette vidéo t'a plu, tu as pu comprendre pourquoi LangChain est pertinent à utiliser dans des systèmes beaucoup plus complexes et NUTN pour plus des processus métiers clairs et précis. Je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner, ça me soutient énormément. Et moi, je te dis à plus pour la prochaine vidéo.